Je vais vous raconter une histoire, celle d'un collégien comme les autres. Il faut savoir que c'était un bon élève, un peu timide, mais il avait des bonnes notes. Tous les soirs, il se précipitait sur sa tablette pour voir si une nouvelle histoire d'horreur n'avait pas été publiée sur ses sites préférés, Creepypasta FR et Creepypasta from the Crypt. Souvent, il n'y avait rien, alors il se contentait de lire d'anciennes histoires. Un dimanche, alors qu'il s'ennuyait, il lui vint une idée. Il saisit sa tablette et cliqua sur l'icône YouTube. Dans la barre de recherche, il tapa un mot auquel il n'avait jamais pensé. Creepypasta. La première vidéo était nommée La poupée clown. Il la lança et plongea pour la première fois dans le monde de la creepypasta audiovisuelle. La voix, robotique, ne laissant transparaître aucune émotion vis-à-vis de l'histoire, glaçait de peur ce garçon. Lorsque la chute arriva, il resta bouche bée plusieurs minutes. Cette vidéo le marquera à jamais. Après avoir visionné quelques autres vidéos de cette chaîne, appelée Pourquoi avoir peur, il découvrit deux autres vidéastes raconteurs d'histoires d'horreur, Récits Fantastiques et Soka. Toute la journée durant, il se laissa bercer par les vidéos, suivant le même format. Un générique suivi d'une histoire d'horreur illustrée par des images et accompagnée par une musique inquiétante. Les vidéos étaient courtes et n'excédant pas 5 minutes. Les mois passèrent, ponctués par les vidéos creepypasta. Un jour d'avril, le 4 plus précisément, le garçon, par ennui, décida de créer sa propre chaîne YouTube. Il se dit qu'elle ne durerait que quelques mois et qu'il ne posterait rien d'intéressant. Il fit les démarches pour créer cette chaîne, mais au moment de choisir un nom, il réfléchit longuement. Au bout de très longues minutes, il trouva. Le sourire aux lèvres, il tapa le nom. Choisir l'icône fut plus simple. Toujours guidé par les vidéos de Pourquoi avoir peur, il chercha poupée clown sur Google. Il vit une image et sut que c'était la bonne. Le premier mois, il ne posta rien. La première vidéo vint à la fin du deuxième. C'était une musique qu'il avait composée et qui l'accompagnait d'un diaporama d'images effrayantes. Plus tard, il posta une autre musique. Cette fois, il ajouta du texte pour créer une sorte d'histoire. Ces vidéos n'avaient aucune vue, mais ce n'était pas cela qui comptait. Lui, il aimait juste le fait de voir son contenu sur Internet. Après plusieurs semaines, il décida de s'essayer au creepypasta. Il enregistra plusieurs fois sa voix, racontant des histoires d'horreur, mais sa timidité l'empêcha d'aller au bout. Il installa alors une application de voix de synthèse, comme le faisait celui qui lui donnait l'inspiration, Pourquoi avoir peur. Pour le choix de la creepypasta, en revanche, il suivit plutôt la voie de Récits Fantastiques, en choisissant une histoire courte et qui jouait sur la tension plutôt que sur la chute. Ce fut grâce aux vidéos de Soka qu'il se lança vraiment. Ces vidéos avaient quelque chose de réconfortant et il voulait donner cette même sensation au travers de ses vidéos. C'est ainsi que naquit la première creepypasta de la chaîne Sinistre au Frisson. Je vis dans le milieu urbain, je suis très isolé. Chaque jour, ma fille de 5 ans s'amuse derrière chez moi, dans le jardin. Mais chaque jour, elle a toujours une mine triste en rentrant dans la maison, alors j'ai décidé de lui demander ce qui la perturbait tant. « Que se passe-t-il, ma chérie ? Tu as perdu un jouet ?» Mais ce qu'elle raconta dépassa mon imagination. Il y a un clown avec un méchant sourire qui sort de la forêt tout le temps pour venir me regarder jouer. Et il me demande tout le temps si je veux aller m'amuser au pays des merveilles dans les bois. Et le soir, il vient me faire un baiser sur le front, et je ne l'aime pas du tout. Il est méchant, toujours couvert de sang, et a un couteau dans sa poche. Il me dit aussi si je veux aller rejoindre mon papa en enfer, car c'est lui qui l'a tué. Mais c'est un secret, maman, alors ne lui dis pas que je t'ai parlé de ça. J'écarquillai les yeux. En fait, mon mari a été assassiné par un homme 2 mois avant mon accouchement. Le lendemain, je demandai à mes amis de venir m'aider à déménager et j'informai la police. 3 jours après, je me suis installé dans un milieu rural, une maison dans une résidence. Tout allait bien, jusqu'à ce jour où ma fille entra attristée du jardin. Je lui ai demandé ce qu'elle avait et elle me répondit ça. Le méchant clown est encore revenu, il est derrière les draps et est très en colère contre toi, car tu m'as arraché la nuit. Je regarde par la porte. Personne. Mais où est-il, chérie ? Il est juste derrière toi, maman. Les autorités trouvèrent le corps de la jeune femme pendue et éventrée avec sa corde à linge et un mot agrafé sur son ventre. C'est ma fille. En réalité, la jeune femme trompait son défunt époux et il s'avérait que l'homme avec qui elle le trompait était le vrai père de la petite. Malgré ces informations, on ne les retrouva jamais. Qui sait, ils sont peut-être partis au pays des merveilles.
J'ai récemment acheté un terrain, composé d'un champ, d'une grange et d'une maison. Le prix était vraiment bas, j'étais plutôt content de mon achat. Lorsque j'ai pris possession des lieux, j'ai vite remarqué que des oiseaux pillaient le champ. J'étais dégoûté, ils allaient ruiner ma future récolte. Pour les faire fuir, j'ai immédiatement pensé à un épouvantail. J'ai exploré la grange de fond en comble avant d'en trouver un, mais pas n'importe lequel. Un épouvantail massif, qui était à la limite du malsain. Ses yeux semblaient me suivre, et son sourire, j'en frissonne encore. Au début, je n'osais pas le toucher, je m'attendais à ce qu'il me saute dessus. Mais j'ai fini par le prendre. J'ai eu beaucoup de mal à le mettre en place, puisqu'il me mettait mal à l'aise, et surtout, puisqu'il ne tenait pas en équilibre. Pour qu'il tienne, je lui ai enfoncé une tige métallique, que j'avais aussi trouvée dans la grange, dans le corps. Maintenant, il tenait parfaitement. Mais quelque chose a attiré mon attention. Du sang s'écoulait de l'épouvantail. Eric alluma la lumière. 2 ou 3 rats s'enfuirent en couinant sous les plaintes. Il avait fait venir un dératiseur 4 jours auparavant. Celui-ci n'en avait tué qu'une dizaine. Eric soupira et jeta le journal sur la table. Il ouvrit le frigo et sursauta. Un rat s'y était installé et mangeait du poisson. L'homme le chassa et prit une bière. Il ouvrit un placard et attrapa une boîte de gâteaux apéritifs. Il la posa sur la table, s'assit et ouvrit le journal. Il le feuilleta distraitement lorsqu'un titre attira son attention. Problème de rat ? Acheter un serpent ? Il plongea la main dans la boîte de gâteaux. Elle y rencontra quelque chose de doux qui la mordit. Il retira sa main, tandis que le rat renversait la boîte et s'enfuit en courant. Il regarda l'article et la décision fut prise. Le lendemain, vers 18h, Eric sortit de son travail et monta dans sa voiture. Il roula quelques minutes avant d'atteindre l'étape intermédiaire avant sa vieille bicoque perdue en pleine campagne. Il poussa la porte de l'animalerie et se dirigea vers le rayon nouveaux animaux de compagnie. Il y trouva un boa de 2 mètres. Un vendeur vint lui proposer ses services. « Vous voulez quelque chose en particulier ?»« Non, » répondit Eric, en regardant le long corps du serpent. « Ah, vous regardez notre boa ?» sourit le vendeur. « Quand il vit le prix, Eric se demanda si ça valait vraiment la peine de le prendre. Puis, ses yeux rencontrèrent le panneau « Nourriture »,« Rongeur ». « Je le prends », dit Eric au vendeur. Quelques secondes plus tard, il sortait du magasin, le boa dans une boîte transparente. Eric avait demandé des conseils concernant le dératissement. La nuit, le serpent doit se déplacer comme il veut, et le jour, il faut le remettre dans sa boîte qu'il faut éclairer d'une lampe à infrarouge ou d'une lampe UV, lui avait dit le vendeur. Eric déverrouilla les portes de sa Volvo V40 et mit le serpent à l'arrière. Il lui fallut 15 minutes pour arriver chez lui. Dans l'entrée, il hésita longuement à relâcher le bois, mais la vue du journal grignoté confirma ce qu'il voulait faire depuis le début. Il posa la boîte sur la table, à côté du journal, et ouvrit le couvercle. Le serpent dévisagea son propriétaire, puis s'extirpa de sa nouvelle maison transparente. Il tomba de la table et le premier rat se présenta. Le bois se détendit comme un ressort et attrapa le rat entre ses mâchoires. Le rongeur poussa un dernier couinement. Le rat traversa la gorge du serpent avec un bruit gluant. Eric prit le journal et lut enfin l'article en entier. La longueur maximum de cette espèce de bois était de 4 mètres et il pouvait peser jusqu'à 100 kg. Il mangeait 3 à 4 rats par nuit. Pour fêter la mort de ses rongeurs, Eric regarda un documentaire sur les bois. À la fin de l'émission, Eric hésita à aller se coucher. Dans le documentaire, de nombreux voisins et pompiers témoignaient de l'horreur du spectacle du serpent avalant son propriétaire. Mais aucun drame de ce genre ne s'était produit dans la région. La nuit d'Eric fut tout de même agitée. Les bruits de couinements de rats, les bruits gluants quand il passait dans la gorge du serpent, et le son de celui-ci rampant un peu partout, le réveillèrent plusieurs fois. Le matin, il avait des cernes, le teint pâle et les traits tirés. Le nombre de rats avait tout de même diminué, et quand Eric remit le serpent dans la boîte, il remarqua que le serpent avait grandi et grossi. Les journées semblaient pareilles. Lever, petit-déj, boulot, midi, boulot, pause café, boulot, maison, dîner, télé, nuit blanche, et ainsi de suite. Pendant une semaine, Eric fut pris dans cette boucle temporelle. La 7e nuit, il n'y eut pas de bruit. Le serpent avait énormément grandi. À présent, il mesurait près de 8 mètres. Eric se promit de le signaler à l'animalerie
dès le lendemain. Mais où était le serpent? Sous le frigo? Contre l'écran encore chaud de la télé? Ou dans la chambre d'Eric, plongé dans l'obscurité? Et s'il avait encore faim?